Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans W, votre nouveau rendez-vous WNBA sur YouTube. Je suis Grégoire, vous me connaissez peut-être de Valley-Hoop ou de Dunk Hebdo, mais dans ce podcast W, on va parler exclusivement de WNBA, une des ligues, si ce n'est la ligue la plus compétitive de basket au monde. On va en discuter toute la saison, au moins toute la saison 2025, j'imagine, j'espère, sans doute également ensuite. Et puis voilà, on va se retrouver de temps en temps pour discuter de cette ligue, pour discuter des franchises, pour discuter des joueuses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cet été et l'été d'avant. On a notamment une expansion de la ligue cette saison avec l'arrivée des Golden State Valkyries. On a la draft de Paige Bueckers, talent générationnel, un an seulement après la draft de Caitlin Clark. Elles font partie de la même génération et elles sont tous les deux très très hauts en termes de talent et de potentiel impact sur l'histoire de la ligue, sur les records et sur les achievements, on dirait en anglais, que cette ligue a dans ses livres. Ça reste une ligue qui est tout à découvrir. Moi, honnêtement, je vous le dis, c'est la deuxième saison seulement que je suis la WNBA, mais je me sentais obligé, sans vouloir faire l'expert du tout, ce ne sera pas le sujet de ce podcast, j'avais trop envie de vous embarquer dans ce voyage de curiosité et de découverte autour de la WNBA, parce qu'il y a trop de choses à raconter. Non seulement d'un point de vue historique, avec les anciennes stars et tout ce qui s'est passé depuis la naissance de la Ligue il y a 35-40 ans, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui avec ce choc générationnel entre des joueuses qui sont déjà très référencées, comme A'ja Wilson ou Napheesa Collier par exemple, ou Alyssa Thomas, dont on reparlera un petit peu plus tard, mais aussi cette nouvelle génération, Paige Bueckers, Caitlin Clark, mais aussi Cameron Brink, Angel Reese, etc., qui est une génération phénoménale et qui bouleverse déjà à la fois les livres des records et puis aussi les hiérarchies à l'intérieur de la WNBA. On va commencer tout simplement cet épisode 0 qui introduit donc la saison à venir, une saison qui commence dans une dizaine de jours à peu près. On a déjà quelques premiers matchs de pré-saison qui se jouent en ce moment. On fera un podcast spécial pré-saison dans quelques jours. Mais on va commencer aujourd'hui avec les 4 équipes que je vais suivre particulièrement, en tout cas sur le début de saison. Évidemment, ça va changer petit à petit en cours de saison, mais il y a 4 équipes là, simplement parce que elles ont fait des moves cet été, elles ont drafté des joueuses, elles ont fait des saisons l'an passé qui ont attisé ma curiosité. J'ai retenu ces 4 équipes et je voulais vous les partager pour qu'on puisse les suivre ensemble sur ce début de saison. On va commencer par le Fever du côté de l'Indiana, donc qui est la franchise de Caitlin Clark, draftée en numéro 1 à l'été 2024. Et le Fever, dès sa première saison, a réussi à accrocher, dès sa première saison avec Caitlin Clark, a réussi à accrocher une place en play-off. Il y a cet axe 1-5 qui reste à parfaire, donc entre Caitlin et Alia Boston, l'intérieur, qui était sophomore l'an dernier et qui rentre donc dans son 3e année cette saison 2025. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis surtout Caitlin Clark. Caitlin Clark, une joueuse qui est très agréable à regarder jouer, parce qu'elle est vraiment dépositaire du jeu du Fever, avec une dimension héliocentrique et altruiste en même temps, qui est hyper intéressante. C'est à la fois une grande passeuse et également une scoreuse capable de prendre feu, se shoot de très loin, cette capacité de drive, des lectures qui sont absolument élites en attaque. Ça pêche peut-être un petit peu en défense pour l'instant, mais ça ne demande qu'à se développer. Et donc moi, je suis hyper intéressé par ce que va proposer le Fever cette saison, parce qu'à mon avis, Caitlin va être davantage attendue et les défenses adverses vont être davantage préparées au jeu qu'elle propose. Et puis, si elles ont réussi à accrocher un spot en play-off la saison dernière, vont-elles pouvoir le refaire cette année? Et avec quelles ambitions? Est-ce qu'on va vouloir passer un tour, 2 tours, etc. Beaucoup de questions qui se posent du côté du Fever. Et moi, je trouve que ces équipes dont le plan de reconstruction se déroule très vite parce qu'on a une joueuse générationnelle sont hyper intéressantes à suivre. On va parler maintenant du Mercury, le Mercury de Phoenix, l'autre franchise de Phoenix, puisque elle partage avec les Suns le même propriétaire, Matisse Bia, propriétaire hyper ambitieux, et dont l'ambition transparaît sur l'intersaison du Mercury, qui, malgré le départ à la retraite de la légende absolue WNBA Diana Taurasi et la signature de Brittney Griner dans une autre équipe de WNBA dont on parlera dans un autre épisode, eh bien cette équipe du Mercury a réussi quand même à faire de très très bons coups pendant l'intersaison, avec notamment l'arrivée de Satou Sabali et d'Alyssa Thomas sur le secteur intérieur. On connaît Alyssa Thomas notamment parce que c'est une joueuse phare qui est candidat MVP depuis moult saisons, à l'époque sous le maillot du Connecticut Sun, une défenseuse absolument hors pair, playmakers de très grand talent, et puis Satou Sabali dans la raquette pour compléter en poste 4 et 5 un front de court qui, ma foi,
est alléchant du côté du Mercury. J'ai vraiment très hâte de voir ce front de court s'exprimer cette saison à Phoenix. Peut-être un petit problème d'équilibre dans ce roster avec peut-être les lignes arrières qui nécessiteraient un recrutement avant la trade deadline. J'ai hâte de voir justement comment cette équipe arrive à balancer, arrive à s'équilibrer autour de ce front de courte hyper talentueux et de ce bas court qui manque peut-être un peu de niveau pour vraiment faire en sorte que le Mercury soit candidat au titre, ce qui reste tout de même, quand on a Alyssa Thomas et Satou Sabally dans son équipe, un objectif premier. Donc hâte de voir ce que les Cactus féminines vont faire cette saison en WNBA. Ça va être hyper intéressant à suivre et notamment je trouve sur le début de saison parce qu'on va avoir l'installation du jeu d'Alyssa Thomas pour le Mercury qui va être très très intéressant à suivre. On bascule maintenant du côté de Dallas avec les Wings. Les Wings, c'est clairement les grands gagnants de cette intersaison, en tout cas de la draft, puisque c'est eux qui ont eu le first pick et qui ont eu le choix de drafter Paige Bueckers, talent générationnel absolu du côté de Dallas. Donc un talent générationnel à Dallas en remplace un autre. Goodbye Luka Doncic et bienvenue à Paige Bueckers comme star ultime à Dallas en termes de basket en tout cas. Moi j'attends beaucoup des Wings parce que c'est un projet de reconstruction qui part quasiment de zéro, avec donc l'arrivée de Paige comme dépositaire du jeu, sans aucun doute. Et puis, j'ai hâte de voir surtout... Alors, on parlait du Mercury et du fait que le front court était très puissant. Là, il y a quand même un amalgame de talents dans les postes de guards qui est hyper intéressant pour moi et que j'ai hâte de suivre. Paige Bueckers, évidemment. Arike Ogunbowale, qui va être également grosse scoreuse, dépositaire du jeu d'une certaine façon également. Et puis ma chouchou de l'an dernier en WNBA, quand j'ai découvert cette ligue, je suis immédiatement tombé amoureux du jeu et notamment de l'impact défensif de la joueuse qu'est Dijonay Carrington, qui était au Sun l'an dernier avec Alyssa Thomas. J'ai vraiment beaucoup de curiosité à voir ces trois joueuses jouer ensemble sur le terrain, voir comment on va se comporter, parce qu'on parle beaucoup de la dimension offensive de Paige Bueckers, mais ça reste une défenseuse très capable. Et j'ai hâte de voir comment le duo Carrington-Bueckers va pouvoir moucher certaines attaques et notamment le wordplay de certaines équipes en WNBA cette saison. Voilà, j'ai vraiment très hâte de voir ces Wings, comment l'année 1 de Paige Bueckers en WNBA va se dérouler et comment les Wings vont réussir à construire autour de ce trio-là, sachant que évidemment il y a d'autres joueuses qui sont intéressantes dans cette franchise. Et voilà, j'ai très envie de suivre Dallas sur ce début de saison. Et puis on bascule sur la dernière équipe de cette sélection de 4 franchises pour le début de saison. Cette dernière équipe, c'est tout simplement les Los Angeles Sparks, avec une explication très simple, c'est que s'il y a une joueuse qui a retenu mon attention la saison dernière, en 2024, en WNBA, c'est Cameron Brink, rookie l'an passé, qui sera sophomore cette saison 2025, drafté en 2 ou en 3, si je ne me trompe pas, en 2024 par Los Angeles, qui a formé un duo très jeune avec Rickea Jackson qui était hyper intéressant à regarder. Et moi, ce qui m'a séduit chez Cameron Brink, c'était particulièrement l'impact et les compétences défensives absolument monstrueuses dont elle a fait preuve sur la saison, ou en tout cas sur la partie de saison qu'elle a jouée, puisque malheureusement, ça a été vraiment un crève-cœur de la voir se blesser la saison dernière et pour toute la saison, et donc elle ne sera de retour qu'en juillet, ou un petit peu autour de juillet en tout cas, 2025, pour participer à la saison des Sparks qui arrive. Néanmoins, en attendant Cameron Brink, on va surveiller également Kelsey Plum, arrivée des Las Vegas Aces, meneuse championne, expérimentée, avec un profil de jeu que j'adore, c'est-à-dire ces espèces de moteur offensif, agressif, très dynamique, avec une super lecture sur drive, une très bonne capacité à step back et prendre des shoots, sa plante à 3 points, etc. On a vraiment une variété offensive qui est très intéressante. Et puis un impact défensif juste à l'agressivité qui est également intéressant pour le Sparks. Moi, j'ai hâte de voir comment cet axe 1-5 Plum Brink va s'exprimer, et en attendant de voir comment Brink va commencer à être vraiment le moteur offensif de cette équipe et va être la dépositaire du jeu de Los Angeles cette saison. Vous avez mes 4 équipes que je vais suivre sur ce début de saison. Je vous invite à suivre la WNBA vraiment plus que jamais. On est, je pense,
J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'écoute des différents créateurs de contenu et des différentes productions qu'on trouve autour de cette ligue, qu'on est un peu dans un point de bascule sur la WNBA. D'abord parce que tout évolue très vite. Le talent, l'injection de talent à chaque draft fait évoluer la ligue de manière inouïe. Vraiment depuis au moins 2 saisons et ça ne va pas s'arrêter parce que le talent en NCAA féminine, donc la NCAW, est également encore très 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 haut sur les 2, 3, 4 prochaines saisons qui arrivent. Donc, monter dans le train de WNBA le plus vite possible. Pour ça, c'est très facile. On a un League Pass qui est loin d'être prohibitif comme ne l'est par exemple celui de la NBA. Et puis, on a d'autres créateurs de contenu. Je peux que vous inviter à suivre ce qui se passe du côté du roster. On a le mercredi WNBA sur les plateformes verticales que sont Instagram et TikTok, où on vous envoie quelques articles et quelques actualités autour de cette ligue tous les mercredis. Vous trouvez également des articles. On a plein de rédacteurs et de rédactrices qui sont très très motivés cette saison pour écrire sur la WNBA. Et puis comment ne pas parler de WNBA sans parler de nos camarades qui sont franchement en francophonie, en France et en Belgique, les grandes stars de la couverture de la WNBA. Je parle évidemment du site et du podcast Swish Swish qu'on salue. Ce podcast W n'existerait pas sans l'équipe de Swish Swish qui m'a filé ses encouragements et qui est toujours de très bons conseils en message privé sur Twitter. Je les salue toutes et tous. Et puis voilà, on est sur la fin de cet épisode numéro 0 de W. Je vais vous laisser avec le futur générique de cette émission et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour le premier vrai épisode de W. Ciao.